En novembre 1947, dans le territoire du Montana, quand Earl Hutchins a traîné une cabane Quonset de 20 pieds le long du chemin glacé menant à sa propriété, tout le monde au poste de traite croyait qu'il était devenu fou. La structure en tôle ondulée, un surplus d'un dépôt militaire désaffecté, n'était pas destinée à l'habitation. Son but était de stocker des machines ou d'autres articles, mais certainement pas pour envelopper une cabane en rondin comme une étrange couche extérieure. Pourtant, Hutchins ne construisait pas une habitation à l'intérieur de cet abri, il créait quelque chose d'inédit dans le comté de Flathead, une cabane encastrée dans une coque protectrice. Et quand l'hiver 1947-48 arriva, apportant des températures si basses qu'elles gelèrent le bétail sur pied, cette étrange structure métallique déterminerait s'il survivait ou succombait. Quelle connaissance ce colon du Montana possédait-il concernant la dissipation thermique que tous les constructeurs expérimentés de la vallée avaient négligée? Si vous souhaitez découvrir chaque semaine une nouvelle méthode de chauffage de la frontière qui fonctionnait vraiment quand la survie était en jeu, alors appuyez immédiatement sur ce bouton d'abonnement et laissez un commentaire indiquant votre lieu de visionnage. Car ce récit démontre que les environnements les plus froids favorisent les remèdes les plus ingénieux. Earl Hutchins n'avait aucune intention de révolutionner quoi que ce soit, il était un ancien ingénieur de l'armée de 34 ans, qui avait utilisé son indemnité de départ pour acquérir 160 acres de terre boisée et rocheuse à 8 miles au sud de Kalispell. L'habitation qu'il construisit cet été-là était robuste. Avec des rondins d'épicéa de 12 pouces, une base en pierre des champs et un toit fortement incliné conçu pour évacuer efficacement la neige. Selon les normes de la frontière, c'était assez impressionnant, mais la simple respectabilité offre peu de chaleur à une altitude de 4000 pieds. Quand les coups de vent hurlent depuis le parc national de Glacier, son premier hiver, de 1946 à 1947, lui révéla une dure réalité. Qu'une cabane bien scellée était une illusion. Le vent pénétrait chaque joint, et le froid imprégnait les rondins comme s'ils n'étaient que du papier. Il consomma 4 cordes de pain rien qu'en janvier, alimentant un foyer toutes les 3 heures. Mais se réveillait toujours pour trouver du givre recouvrant les murs intérieurs. Ses filles, Ruth, 7 ans, et Clara, 5 ans, dormaient emmitouflées dans des manteaux de laine. Sa femme, Margaret, glissait des chiffons le long des plinths chaque nuit, pour les découvrir rigidement gelés à l'aube. La température de la cabane oscillait autour de 45 degrés Fahrenheit. Les jours favorables. Le problème n'était pas la structure du bâtiment, c'était une question de physique. Le vent ne se contente pas de refroidir l'air, il retire activement la chaleur des surfaces par refroidissement convectif. Chaque rafale frappant les rondins d'épicéa extrayait directement l'énergie thermique, à un rythme plus rapide que le foyer ne pouvait la reconstituer. Et dans la vallée de Flathead, située comme un entonnoir entre les chaînes de montagnes, le vent était incessant. Hutchins en était conscient, ayant servi 2 ans comme ingénieur de combat dans les îles Aléoutiennes, construisant des baraquements Quonset sur le pergélisol. Ces structures métalliques maintenaient des températures de 60 à 65 degrés, avec un seul poêle à mazout, non pas grâce aux propriétés isolantes du métal qu'il n'a pas, mais parce que leur forme fermée et l'absence de vent établissaient des conditions où la chaleur ne pouvait pas se dissiper aussi vite qu'elle était produite. Cette idée persista avec lui tout au long du printemps 1947. Quand octobre arriva, et que le dépôt de l'armée à Great Falls commença à vendre ses surplus de guerre, il reconnut son opportunité, des cabanes Quonset, de 20 pieds de large. Mesurant 48 pieds de long, ils étaient vendus $75 pièce. Il en a acquis un, l'a transporté en pièces détachées chez lui, attirant les regards curieux des passants. Sa stratégie était simple. Son idée était de construire la cabane Quonset au-dessus de la cabane existante, en maintenant un espace d'air de 2 pieds sur tout son périmètre. Cette cabane intercepterait le vent avant qu'il n'atteigne les murs en rondins, l'espace d'air servant de tampon isolant. Dans cet espace, l'air ne pourrait pas circuler librement, ni générer de courant convectif qui dissiperait la chaleur. C'était une solution spontanée dictée par un besoin urgent, il ne l'a pas appelée conception d'enveloppe thermique. Il a simplement observé ses filles qui avaient froid et s'est demandé, et si je pouvais empêcher le vent d'atteindre la cabane? Fin octobre, la structure était achevée, avec ses nervures d'acier courbées s'arquant au-dessus de la cabane, ressemblant à une cage thoracique protectrice. Fixé à une ossature en bois, le métal était maintenu précisément à 24 pouces des murs en rondins. Il a intégré des ouvertures de ventilation pour éviter l'accumulation d'humidité. La cheminée traversait les 2 constructions. Utilisant un double solin,
Il a construit une entrée de type sas avec 2 portes. D'un point de vue extérieur, il semblait qu'une grange avait englouti une maison, à l'intérieur. Alors qu'elle se tenait dans le passage faiblement éclairé séparant la cabane de son enveloppe extérieure, Margaret trouva cela complètement fou. Earl, murmura-t-elle, les gens vont croire que nous sommes devenus fous. Qu'ils le croient, répondit-il. Mon but n'est pas d'impressionner qui que ce soit, c'est de m'assurer que ma famille reste au chaud. La physique sous-jacente de la création de Hutchins est simple. Bien que défiant toutes les normes établies de la construction frontalière, les cabanes conventionnelles perdent généralement de la chaleur par 3 processus simultanés. Ce sont la conduction, où la chaleur se transfère à travers des substances solides, la convection, impliquant des courants d'air qui éliminent la chaleur des surfaces, et le rayonnement, qui est de l'énergie infrarouge se dissipant dans un environnement froid. Une cabane en rondin, par conséquent, perd de la chaleur simultanément par ces 3 canaux. Le vent intensifie la convection, les matériaux minces améliorent la conduction, et les ciels nocturnes sans nuages attirent de la chaleur radiante directement vers le haut et au loin. Le système innovant de cabane quantique de Hutchins a résolu les 3 problèmes. L'espace d'air, spécifiquement l'espace de 24 pouces entre le mur de la cabane et l'extérieur métallique, a servi d'obstacle efficace à la convection. L'air confiné dans ce passage ne pouvait pas circuler sans entrave ni générer de courants tourbillonnants qui aspireraient la chaleur vers l'extérieur. Au lieu de cela, il restait largement statique, stratifié selon la température. Tout comme l'air stagnant que l'on trouve dans une fenêtre à double vitrage, l'air immobile arrête presque entièrement le transfert de chaleur par convection. En revanche, l'air se déplaçant à 40 miles par heure élimine la chaleur 15 à 20 fois plus rapidement que l'air stationnaire à une température identique. En empêchant ce mouvement d'air, Hutchins a réduit les pertes de chaleur par convection d'environ 90%. L'enveloppe Quonset a fourni une barrière complète contre le vent. Les vents hivernaux du Montana atteignent fréquemment des vitesses de 40 à 60 miles par heure, avec des rafales dépassant les 80 mph. Une telle vitesse élevée génère des pressions de surface capables d'arracher la chaleur des bâtiments, un peu comme du papier de verre. L'extérieur en acier courbé a absorbé cette force, redirigeant le vent à la fois au-dessus et sur les côtés. Au moment où l'air atteignait les rondins de la cabane, ayant été filtré par des évents et décéléré par l'espace intermédiaire, sa vitesse était peut-être de 2 à 5 miles par heure, le rendant effectivement immobile. De plus, l'enveloppe métallique réfléchissait également une partie de la chaleur radiante vers la cabane pendant les heures nocturnes. Dans une cabane typique, les rondins chauds émettent intrinsèquement de l'énergie infrarouge vers l'extérieur, qui se dissipe ensuite dans l'atmosphère. Cependant, la structure en acier a intercepté et redirigé une partie de cette énergie, non pas parfaitement, mais plus efficacement qu'un ciel ouvert. Les pertes de chaleur radiante ont diminué de 10 à 15%. Le processus de construction a été méticuleusement planifié. Autour du périmètre, Hutchins a positionné des poteaux de pin de 6 tous les 6 pieds pour servir d'entretoise, les nervures du Quonset étant ensuite fixées à une ossature en bois reposant sur ces poteaux. Cela formait une enceinte stable. L'ensemble de la structure était positionné sur la fondation d'origine en pierre des champs, qui avait été étendue de 30 pouces vers l'extérieur. Les panneaux ondulés étaient boulonnés aux nervures, avec des chevauchements de 4 pouces scellés avec du papier goudronné. Une bonne ventilation était cruciale, il a donc installé 4 évents de 6 pouces près de la fondation et 2 évents de fait au sommet. Cela assurait un flux d'air suffisant pour empêcher la condensation sans créer de courant d'air. Les évents étaient équipés de grilles et de déflecteurs, facilitant un échange d'air environ toutes les 8 à 12 heures. Le débit était suffisamment lent pour conserver la chaleur, mais suffisamment rapide pour maintenir la sécheresse. La cheminée traversait les 2 structures via un collet à double solin. Ce collet était en acier là où il rencontrait le toit en béton et en fil gainé au niveau de la cabane, avec de la laine minérale utilisée pour combler l'espace et assurer les dégagements appropriés. La dépense totale était inférieure à $120. 75$ pour la cabane, $30 pour le bois d'œuvre, $10 pour la quincaillerie et $5 pour d'autres fournitures, plus 3 semaines d'efforts individuels. Esthétiquement, cela semblait particulier. La ligne de toit de la cabane restait dans l'ombre sous l'arche d'acier. L'espace entre eux se transformait en un passage faiblement éclairé, imprégné d'odeurs d'épicéa et de pierres froides, où les pas résonnaient. Cela donnait l'impression d'être improvisé. Cela ressemblait à du désespoir enfermé dans du métal ondulé.
Quand les voisins l'observaient, ils ne percevaient pas l'ingéniosité de l'ingénierie, mais plutôt un homme trop craintif d'affronter l'hiver. Comme pour d'autres, les moqueries commencèrent avant même la première chute de neige. Calvin Drake, qui exploitait la scierie et avait construit la moitié des cabanes de la vallée, rendit visite début novembre. Il fit 2 fois le tour de la coque Quonset, secouant la tête, et remarquant, « Earl, on dirait que tu as honte de ta propre demeure. Te cachais-tu de quelque chose, ou simplement de l'hiver ?» Hutchins, qui ajustait un déflecteur des vins, répondit, « J'essaye juste quelque chose de nouveau, Calvin. Quelque chose de différent. » Drake ricana. « Ce métal fera condenser toute l'humidité atmosphérique. D'ici Noël, tu auras de la glace qui se formera à l'intérieur de cette coque, dégoulinant constamment. Cela fera pourrir tes rondins de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai vu ça avec des hangars en acier, et cette situation est encore pire. Tu as enfermé toute ta maison dans une étuve. Les évents devraient gérer ça. 6 petites ouvertures combattant la condensation d'une cabane entière. Earl, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est de la simple pensée magique. Au poste de traite, les discussions étaient plus sévères. Un trappeur nommé Grissom déclara bruyamment que c'était un cercueil en fer blanc pour la cabane d'un lâche, audible par tous. Les hommes ricanèrent, et quelqu'un commenta que Hutchins avait gaspillé de précieux matériaux excédentaires en enfermant une cabane parfaitement saine dans des déchets. Margaret entendit cela lors de la soirée à l'école, les femmes étaient plus douces, mais la désapprobation était palpable. Ça doit être difficile, remarqua une voisine, de vivre dans quelque chose qui semble être une erreur. Même Pollard, l'agent de vulgarisation agricole du comté, rendit visite pour exprimer ses inquiétudes. Monsieur Hutchins, déclara-t-il, cette disposition n'est décrite dans aucun manuel que j'ai rencontré. Cet espace d'air a le potentiel de retenir l'humidité, et le métal pourrait transférer le froid vers l'intérieur plus rapidement qu'il n'obstrue le vent. De plus, si cette structure Quonset cède sous une lourde charge de neige, elle fera aussi s'effondrer le toit de votre cabane. Hutchins écouta, hocha la tête et continua son travail. La remarque la plus cinglante venait de son propre frère, William, un charpentier de Whitefish. Il est descendu à la mi-novembre, et resté silencieux dans la cour pendant 5 minutes, puis s'est tourné vers Earl avec une expression frôlant la compassion. Te rends-tu compte de l'impression que ça donne ? Ça suggère un manque de confiance en ton propre savoir-faire, comme si la cabane que tu avais construite était inadéquate, te forçant à la cacher. Les gens vont penser que tu es soit peureux, soit incompétent, voire les deux. Earl a gardé un ton calme, déclarant « Mon but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Mon objectif est de garder ma famille au chaud sans consommer 6 cordes de bois avant mars. » William a soupiré. Il y a la chaleur, et il y a l'aspect pratique. Ça, Earl, ce n'est pas pratique. C'est un acte de désespoir. Il a marqué une pause. Je comprends que tu aies observé des éléments efficaces dans les illusions, mais ce ne sont pas les illusions. Nous construisons des cabanes ici depuis 7 décennies. Si cette méthode était efficace, quelqu'un l'aurait déjà tentée. Il est parti sans rester pour le repas du soir. Fin novembre, la résidence des Hutchins avait attiré l'attention. Les passants passaient devant pour observer la demeure métallique ressemblant à une grange. Certains trouvaient ça amusant, d'autres exprimaient une sincère inquiétude. Pourtant, absolument personne ne croyait qu'Earl Hutchins avait trouvé une solution. Il croyait qu'il avait érigé un monument à l'appréhension, couvert sa demeure de honte, et s'était assuré un hiver misérable. Par la suite, décembre est arrivé. Il a inauguré un type de temps glacial qui distinguait les concepts théoriques des conditions réelles. L'hiver de 1947 et 1948 reste documenté dans les archives de climatologie du Montana. Il est noté comme l'un des plus intenses du XXe siècle. Le 8 décembre, un système de haute pression est devenu stationnaire au-dessus de l'Alberta, dirigeant l'air arctique vers le sud le long des montagnes rocheuses. Pendant la nuit, les températures à Kalispell ont chuté à 18 degrés. Le 12 décembre, elles ont atteint 31 degrés, et le 18, elles étaient tombées à 38 degrés. Avec des facteurs de refroidissement éolien descendant en dessous de 160 degrés, le froid a persisté pendant 23 jours consécutifs.
Le mercure n'est jamais monté au-dessus de 0, avec des pics diurnes avoisinant les 10 degrés. Les nuits étaient encore plus froides. Au poste de traite, les hommes discutaient du combustible en groupes anxieux. Les provisions de bois de corde destinées à durer jusqu'en mars s'épuisaient rapidement, les familles consommant une demi-corde par semaine. Simplement pour rester au-dessus du point de congélation, la plupart des résidences, même avec des feux brûlant continuellement, peinent à atteindre des températures intérieures supérieures à 40 degrés. Le givre a commencé à s'accumuler sur les murs intérieurs. Les seaux d'eau se solidifiaient à l'intérieur. Les cheminées fonctionnaient mal car le froid intense faisait geler la créosote dans les conduits, obstruant le tirage et forçant la fumée à rentrer dans les cabanes. Les familles se réveillaient, haletantes, et trébuchaient dans le froid mortel pour dégager les obstructions. Le bétail périssait, les poulets gelaient dans leurs poulaillers, même avec la présence de lanternes et de paille. Un voisin a perdu 6 têtes de bétail, qui s'étaient blotties contre un mur de grange, et avaient gelé debout. Les hommes entreprenaient des voyages urgents pour acquérir du greenwood. C'était du pin humide et non séché qui produisait de la fumée, et seulement la moitié de la chaleur. Calvin Draker faisait fonctionner sa scierie 16 heures par jour, traitant tout bois avec un tronc. C'est alors que les gens ont commencé à observer la propriété des Hutchins. Au début, c'était la fumée, ou plutôt son absence. Alors que la plupart des cabanes émettaient des panaches denses et continus, la cheminée des Hutchins affichait un filet de fumée mince et constant, rappelant d'octobre. Cela n'indiquait pas un gel profond. Le 20 décembre, Grissom Road est passé devant et a observé Earl dehors en manche de chemise, fendant du bois. Il ne paniquait pas, il le fendait simplement avec désinvolture. Le 23 décembre, Draker arriva avec du bois de chauffage d'urgence. Margaret ouvrit la porte, et il put voir par-delà elle l'intérieur de la cabane. Draker observa les filles assises à table, vêtues de robes en coton, sans manteau ni couverture. « Tout est satisfaisant » demanda-t-il, son ton méfiant. « Nous allons parfaitement bien, Calvin, avez-vous besoin de bois, nous nous débrouillons très bien. » Le regard de Draker tomba sur la pile de bois intérieure, estimant qu'elle contenait peut-être 3 jours de provisions à consommation normale. « C'est tout ce que vous avez ? Ah, nous consommons moins d'une corde tous les 15 jours par ce froid. » Sa voix s'intensifia. Les gens utilisent une demi-corde par semaine. Moshishira. Simplement pour éviter de geler. Margaret s'écarta. Entrez et constatez par vous-même. Draker traversa le sas et entra dans l'habitation, où la chaleur l'enveloppa. Il eut l'impression d'être entré dans une autre saison, pas oppressante, juste confortable. Earl se leva. Calvin, je ne vous attendais pas. Quelle est la température ici ? Earl vérifia le thermomètre mural. Il fait environ 63 degrés actuellement. Il a atteint 68 cet après-midi. 63 degrés. Draker connaissait des familles sur sa tournée de livraison, qui se réjouissaient si leur maison atteignait 40, avec des enfants dormant en veste sous des piles de couverture. Pourtant, ici il faisait 63 degrés Fahrenheit, alors qu'à l'extérieur on enregistrait moins 38. Un écart de 101 degrés. Draker s'approcha du thermomètre, incrédule. Le mercure indiquait clairement 63. Il toucha le mur, il était frais, mais pas glacial. Il n'émettait pas le froid mordant que l'on trouvait dans toutes les autres habitations. Comment est-ce possible ? La lame d'air arrête le vent, la couche extérieure empêche la convection, et l'air stagnant isole. Cela fonctionne exactement comme je l'avais imaginé. Mais les évents de condensation gèrent ça. Aucune humidité depuis la première semaine. Draker observa la scène, des filles en robe faisant leurs devoirs, Margaret vêtue de ses habits de tous les jours. Earl portait une chemise en flanelle, personne n'était regroupé près du foyer, aucune couverture en vue, juste une vie confortable. Combien de bois de chauffage ? Environ 3/4 de corde tous les 15 jours. 3/4 de corde toutes les 2 semaines ? Draker fournissait cette quantité à d'autres foyers tous les 4 jours. Il se tenait au milieu de cette chaleur improbable, sentant un changement profond. Ce n'était pas un simple hasard. Au lieu de cela, cela représentait une distinction fondamentale en matière de rétention thermique, efficace pendant la vague de froid la plus rigoureuse depuis des décennies. Restez avec moi jusqu'à la conclusion, car le chiffre rapporté de cette résidence non seulement a étonné la vallée, mais a aussi transformé les perceptions de la survie elle-même. La nouvelle se répandit plus vite qu'une tempête hivernale. Le 26 décembre, Calvin Draker.
avait informé 6 personnes de la température à l'intérieur de la demeure des Hutchins. Le 28 décembre, la moitié de la vallée savait qu'un événement extraordinaire était en train de se produire. À 8 milles au sud de Kalispell, le jour du Nouvel An, des hommes entreprenaient le voyage uniquement pour le vérifier personnellement. Ils arrivaient dubitatifs, ils repartaient sans voix. La confirmation initiale provenait d'un individu que personne ne pouvait ignorer, l'agent de vulgarisation agricole du comté, Pollard, la personne même qui avait prédit l'échec du système. Il apparut le 2 janvier, muni d'un thermomètre précisément calibré. Ce type était utilisé pour les mesures météorologiques officielles. Il était résolu à démontrer que le thermomètre mural d'Earl était imprécis ou que la famille exagérait les faits. Il resta à l'intérieur de la cabane pendant 20 minutes. Observant son appareil. La température extérieure était de moins 35 degrés Fahrenheit, tandis que la température intérieure enregistrait 64 degrés Fahrenheit, une différence de 99 degrés Fahrenheit. Paula a pris la lecture du thermomètre 3 fois, se déplaçant dans diverses parties de la cabine pour évaluer les différences de température. L'endroit le plus froid était près du mur nord. L'endroit le plus éloigné du foyer affichait 58 degrés Fahrenheit, tandis que la zone la plus chaude, près du poêle, indiquait 68 degrés Fahrenheit. Une température interne moyenne de 63 degrés était maintenue, en utilisant ce que Pollard avait calculé être seulement 1/5 du bois qu'une cabine conventionnelle consommerait. Il l'a noté dans son carnet. Il a ensuite jeté un coup d'œil à Earl, déclarant simplement « Je me suis trompé, j'avais entièrement tort ». Cependant, les chiffres révélaient un récit encore plus frappant lorsqu'ils étaient directement comparés aux cabines voisines. Le ranch Colby, situé à 2 miles au sud, consommait près de 2 cordes de bois chaque mois, mais ne parvenait à maintenir qu'une température interne moyenne de 42 degrés Fahrenheit. Le foyer fonctionnait sans interruption, les membres de la famille dormaient dans la pièce principale, ayant déserté les chambres qui tombaient en dessous de zéro pendant la nuit. La demeure des Hutchins, possédant une superficie comparable et le même nombre de résidents, consommait 3/4 de cordes par mois, soit une réduction de 62% de bois, tout en maintenant 63 degrés Fahrenheit. Soit 21 degrés de plus. Pourtant, la comparaison la plus remarquable est venue de la cabine personnelle de William Hutchin à Whitefish, appartenant aux frères d'Earl. Le charpentier, qui avait qualifié le système Quonset de désespéré, a méticuleusement surveillé sa propre consommation de combustible tout au long du mois de janvier. Sa cabine construite avec expertise, fabriquée professionnellement, considérée comme l'une des meilleures de la région, consommait 1,8 cordes par mois pour maintenir une température moyenne de 48 degrés Fahrenheit. Lors de sa visite chez Earl le 10 janvier, le contraste est devenu indiscutable. La demeure de William nécessitait 1,8 cordes pour 48 degrés Fahrenheit, celle d'Earl utilisait 0,75 cordes pour 63 degrés Fahrenheit. La disparité n'était pas simplement graduelle. Elle représentait une distinction fondamentale. William, en manche de chemise, observait ses nièces jouer sur le sol en robe légère, tandis qu'il était assis à la table d'Earl, effectuant des calculs mentalement. L'installation d'Earl démontrait une disparité de performance qui ne pouvait être attribuée à de légères améliorations ou à des fluctuations saisonnières. Elle retenait environ 55 degrés. De chaleur de plus que la cabine typique de la vallée, dans des circonstances identiques. Cette différence de 55 degrés marquait la ligne entre la simple survie et le véritable confort, entre simplement endurer et vraiment vivre. Combien de temps la cabine retient-elle la chaleur une fois le feu éteint ? Demanda William. Je ne l'ai pas laissé s'éteindre, répondit Earl. Cependant, si j'entasse les braises la nuit et que je m'abstiens d'ajouter du bois, nous nous réveillons à 58 degrés 8 heures plus tard. La plupart des soirs, je ne les entasse même pas, je les laisse simplement se consumer naturellement. William comprit les implications pour sa propre demeure. Si le feu cessait de brûler pendant la nuit, la température interne chuterait à près de 0 en 4 heures. La masse thermique des bûches à elle seule était insuffisante pour retenir la chaleur face à des températures extérieures de moins 30 degrés Fahrenheit et un vent incessant. Pourtant, à cet endroit, la combinaison de l'élimination du vent et du rayonnement réfléchi générait un phénomène de batterie thermique, accumulant la chaleur à l'intérieur de la structure de la cabine et la libérant progressivement, même en l'absence de feu actif. Les chiffres de consommation de bois se sont avérés tout aussi révélateurs. Earl tenait des registres scrupuleux, comme il était d'usage pour tout homme de la frontière, étant donné qu'épuiser ses réserves de combustible en février
Potentiellement mortel, ces registres indiquaient que 0,8 cordes de bois avaient été utilisées du 8 au 31 décembre, avec une température extérieure moyenne de 28 degrés F et 0,4 cordes du 1er au 15 janvier. Avec une température extérieure moyenne de 20-22 degrés F, la consommation mensuelle estimée en période de grand froid atteignait un maximum de 0,9 cordes, un chiffre qui contrastait avec la consommation typique de la vallée pour cette période. Pour une cabane standard, la moyenne de décembre était de 2,1 cordes, et la première quinzaine de janvier, de 1,1 cordes, avec une projection mensuelle plus élevée pour les périodes de grand froid. En utilisant 2,5 à 3 cordes de bois, le système Hutchins fonctionnait à environ 30 à 35% de la consommation de combustible typique, tout en maintenant des températures constantes. Les températures étaient de 20 à 25 degrés supérieures à celles des bâtiments conventionnels, mais l'indicateur le plus révélateur, bien que non directement quantifiable, était peut-être la durée de vie confortable dans la plupart des cabanes de la vallée. Atteindre une chaleur suffisante signifiait généralement un court intervalle, peut-être 1 ou 2 heures, directement après avoir attisé le feu, pendant lequel la température intérieure dépasserait 50 degrés Fahrenheit, permettant aux membres de la famille d'enlever leurs vêtements d'extérieur. Le reste de la journée impliquait d'endurer des températures de 45 degrés Fahrenheit, si l'on avait de la chance. Ou dans les 40 degrés inférieurs, sinon, exigeant un entretien continu du foyer, un transport incessant de bois et une privation de sommeil régulière pour alimenter les flammes. Cependant, dans la cabane des Hutchins, même à 2 heures du matin, chaque instant était confortable. Les enfants faisaient leurs devoirs à table sans frissonner, et Margaret s'occupait de la cuisine et du ménage dans sa tenue de travail habituelle. Earl pouvait s'asseoir et lire le soir sans avoir besoin de se presser près du foyer. Ils ont profité d'un sommeil ininterrompu toute la nuit, sans jamais avoir besoin de se réveiller pour attiser les flammes. Aucun enfant ne pleurait à cause du froid, et aucune gelée ne s'accumulait sur les murs intérieurs au-dessus d'eux. Le système avait transformé l'hiver d'une période de simple survie en une saison que l'on pouvait simplement vivre. À la mi-janvier, alors que le froid intense diminuait enfin, et que les températures montaient à un modéré 10 degrés Fahrenheit, la preuve devint irréfutable. Le système de cabane quantique n'était ni une simple bizarrerie, ni un coup de chance, il constituait plutôt une refonte fondamentale de la manière dont les structures à la frontière pouvaient retenir efficacement la chaleur. Ayant été validé au milieu des conditions les plus extrêmes de mémoire récente, Calvin Draker, présent dans la cabane d'Earl le 18 janvier aux côtés de 5 autres bâtisseurs et colons, l'a formulé avec sa franchise habituelle. Nous nous sommes trompés dans notre approche pendant cette décennie. Earl a discerné ce que le reste d'entre nous n'a pas réussi à voir. La question n'était plus son efficacité, mais plutôt son potentiel de reproduction. Son acceptation généralisée a commencé discrètement, presque par hasard, reflétant la manière dont la plupart des véritables avancées se propagent à travers la frontière, plutôt que par des déclarations officielles. Au lieu de cela, elle s'est répandue par des individus pragmatiques faisant des choix sensés concernant leur survie. La première duplication est apparue fin janvier 1948, réalisée par un colon nommé Vernon Eckhart. Résidant à 4 miles au nord-ouest de la résidence des Hutchins, il a rencontré un problème. Sa réserve de bois de corde s'était épuisée plus rapidement que prévu, le laissant face à 2 mois d'hiver avec des matériaux de chauffage en diminution. Il avait observé la configuration d'Earl, était au courant des données de performance et possédait un avantage que la plupart des autres n'avaient pas, une spacieuse grange à foin dotée d'un toit incurvé. Eckhart ne possédait pas de cabane Quonset. Néanmoins, il a compris le concept sous-jacent. Il a érigé un mur supplémentaire à l'intérieur de sa cabane actuelle, établissant ainsi un espace d'air de 16 pouces, en utilisant des montants verticaux 2x4 et du bois de récupération. Il a rempli l'espace de paille sans la tasser, juste assez pour empêcher l'air de circuler. Il a également créé des ouvertures de ventilation en haut et en bas. Cette modification a pris 4 jours à réaliser. La dépense était négligeable, sa consommation de combustible a instantanément diminué de 40% et la température intérieure a augmenté de 12 degrés. La nouvelle de la réussite d'Eckhart s'est rapidement répandue dans 3 foyers supplémentaires. En 7 jours, début février, 2 habitations supplémentaires dans la vallée avaient adopté différentes versions du principe du double mur. Un modèle consistait à tendre une toile sur une ossature extérieure, créant un espace d'air de 45 cm autour de tout le bâtiment. Un autre a construit un simple appentis, qui enveloppait les façades sud et ouest. C'étaient les côtés les plus exposés au vent violent, tandis que le côté restant demeurait conventionnel. Les 2 approches ont produit des améliorations notables, bien que moins frappantes que l'enceinte quantique complète d'Earl.
Néanmoins, les améliorations étaient suffisamment substantielles pour que les voisins observent moins de fumée, des résidences plus confortables et moins de trajets vers le tas de bois. Cependant, la véritable diffusion de l'idée a commencé au printemps. C'est à ce moment-là que les individus ont eu l'occasion de construire les choses correctement. En avril 1948, le dépôt de ravitaillement militaire de Great Falls possédait encore des baraquements Quonset en surplus. Dès l'été, un total de 12 familles du comté de Flathead avaient acquis ces unités, dans l'intention spécifique de reproduire le plan de Hutchins. Certaines ont construit des cabanes entièrement neuves. Celles-ci ont été construites de toutes pièces à l'intérieur de coques Quonset. D'autres, comme Earl, ont modifié leurs bâtiments existants. L'agence de vulgarisation agricole locale du comté, qui avait auparavant été sceptique, a commencé à suggérer discrètement cette approche aux colons situés dans des zones vulnérables. L'agent Pollard, de manière louable, a publié un rapport concis. Rapport technique dans le bulletin agricole régional. Il a caractérisé le système comme ayant été prouvé empiriquement efficace dans des environnements difficiles, soulignant son efficacité énergétique et sa chaleur améliorée. Il n'a présenté aucune excuse pour ses doutes antérieurs, car les coutumes de la frontière n'en exigeaient pas. Néanmoins, il a veillé à ce que les données soient accessibles à tous ceux qui les demandaient. Dès l'hiver 1948-49, l'altération était évidente dans toute la vallée. Dans un rayon de 80 km autour de Kalispell, 19 habitations avaient adopté un type de double mur ou d'enveloppe extérieure, toutes n'utilisaient pas des baraquements Quonset. Certains ont utilisé des méthodes de grange à poteaux, tandis que d'autres ont opté pour des configurations de toit étendu. Une poignée de constructeurs inventifs ont même utilisé du bois de corde empilé comme barrière externe. De masse thermique, formant une cloison en bois de 60 cm qui servait à la fois de lieu de stockage de combustible et d'isolant. Les diverses approches étaient ingénieuses, chacune adaptée aux ressources disponibles et aux exigences spécifiques de l'emplacement. Pourtant, toutes partageaient une compréhension fondamentale identique: éliminer le vent à la face extérieure, établir un coussin d'air stagnant et laisser les lois naturelles opérer. L'économie de carburant était restée uniforme pour toutes les applications. La majorité de ces installations ont réduit la consommation de bois de 35% à 50% par rapport aux méthodes de construction conventionnelles. Les augmentations de température variaient de 10 à 20 degrés Fahrenheit, dans des circonstances typiques, les installations les plus efficaces, celles qui ressemblaient le plus au concept initial d'Earl, obtenant des avantages encore plus importants. Cependant, le véritable effet n'était pas quantifiable par les relevés de température ou les quantités de bois de chauffage. Au lieu de cela, il était quantifiable en termes de respect de soi humain. Les familles qui avaient enduré les hivers précédents emmitouflées dans des manteaux, se relayant pour dormir afin d'entretenir les feux. Et observant leurs enfants frissonner malgré tous leurs efforts, connaissaient maintenant un véritable confort. Elles prenaient leurs repas à table sans avoir besoin de gants, et lisaient à la lumière d'une lampe. Les enfants jouaient à l'intérieur, sans avoir besoin de couverture sur les épaules, et leur souffle ne formait pas de buée dans l'air. L'hiver, d'une épreuve rigoureuse, se transformait en de simples conditions atmosphériques. Calvin Draker, qui avait d'abord ridiculisé le système avant d'en devenir un fervent partisan, l'a formulé le plus clairement lors d'une discussion au Trading Post en février 1949. Earl n'avait pas seulement construit une habitation plus confortable, il avait aussi redonné aux gens le plaisir de l'hiver. La résidence des Hutchins elle-même était devenue un lieu d'exposition officieux. Fidèle à sa nature modeste, Earl ne faisait ni publicité, ni ne facturait les visites, mais il accueillait toujours quiconque souhaitait observer le fonctionnement du système. Des individus venaient de lieux lointains comme l'Idaho et le Wyoming, examinant la structure, posant des questions et relevant les dimensions. Certains avaient des carnets, tandis que quelques-uns apportaient des appareils photo. Margaret offrait du café, pendant qu'Earl expliquait en détail le système de ventilation, les calculs d'espacement et la nécessité cruciale de maintenir l'espace d'air dégagé. Il guidait les invités à travers le passage de l'espace d'air, démontrant comment la zone restait aride et comment aucune gelée ne se formait jamais sur les surfaces intérieures de la cabane, même les soirées les plus froides. Le système exigeait un entretien minimal, principalement le déneigement périodique du toit de style Quonset. En 1950, le concept du double mur avait étendu sa portée au-delà du comté de Flathead. Différentes versions apparurent dans des régions isolées de l'Idaho, de l'ouest du Wyoming, et même dans certaines parties de l'Alaska où des matériaux militaires excédentaires étaient accessibles. La méthode de construction précise variait.
Certaines zones utilisaient des matériaux de construction distincts et des conditions météorologiques variables nécessitaient des dimensions d'espace différentes, mais les principes scientifiques fondamentaux restaient constants. Il n'a jamais été adopté à grande échelle au point de supplanter complètement la construction de cabanes en rondins conventionnels. La plupart des colons qui possédaient déjà des cabanes habitables n'ont pas reconstruit leurs maisons. Cependant, pour les nouvelles structures dans les zones exposées et venteuses, la méthode du double mur est devenue suffisamment répandue pour ne plus être remarquable. Elle est simplement devenue une autre méthode établie et efficace parmi l'éventail de compétences du constructeur de la frontière. Earl Hutchins n'a jamais cherché la reconnaissance pour sa création. Il n'a ni breveté le plan, ni rédigé d'articles, ni voyagé pour présenter le système. Au lieu de cela, il a simplement continué à vivre dans sa confortable demeure, à élever ses filles et à abattre des arbres pour gagner sa vie. Il répondait également aux questions posées, néanmoins, son nom est resté associé à l'idée. Dans les discussions entre constructeurs du Montana et d'ailleurs, les gens faisaient référence à la technique Hutchins. Ou peut-être, cette innovation Quonset de Kalispell. Ce n'était pas dû à la promotion d'Earl, mais plutôt parce que les résultats étaient bien plus convaincants que n'importe quelle campagne publicitaire. L'hiver 1947-48 avait mis son hypothèse à l'épreuve dans des circonstances qui détruisaient les cabanes typiques et gelaient les animaux sur place. Cette cabane particulière maintenait une température d'environ 55 degrés. Cela procurait une chaleur supérieure à celle des habitations voisines tout en consommant beaucoup moins de combustible, transformant le froid rigoureux en conditions de vie confortables. Le ridicule initial avait persisté pendant un trimestre. La confirmation de son efficacité, cependant, perdurerait pendant de nombreuses générations, car Earl Hutchins avait saisi une vérité que la majorité des constructeurs avaient négligée: la frontière ne favorisait ni l'obstination ni les coutumes établies. Au lieu de cela, elle valorisait ce qui était efficace, et ce qui s'avérait vraiment efficace était ce qui gardait réellement les familles au chaud lorsque les températures chutaient à moins 40 degrés et que les coups de vent hurlaient à travers les cols de montagne. Empêcher la perte de chaleur dès le début, non pas en utilisant des murs plus épais ou de plus grands feux, mais plutôt grâce à une conception plus intelligente qui respectait la physique de la convection, le rayonnement et le vent. L'ancienne génération, qui s'était moquée du cercueil en tôle, a vécu assez longtemps pour voir ses petits-enfants ériger des cabanes à l'intérieur de ces structures. Des abris Quonset, des granges à poteaux et des constructions à double paroi. Quelques-uns ont reconnu leur erreur, mais la plupart ont simplement et discrètement adopté les avancées et ont continué. Cela illustre comment la véritable sagesse se propage à la frontière. Non pas par des excuses ou des changements de perspective soudains et spectaculaires, mais plutôt par la reconnaissance silencieuse que des méthodes améliorées justifient le remplacement de celles qui sont inférieures, peu importe qui les a initialement conçues. L'abri Quonset d'Earl perdure, malgré le déménagement de la famille en ville en 1962 pour les études universitaires des filles. La cabane intérieure conserve son intégrité structurelle. La lame d'air reste sèche et fonctionnelle, le système fonctionnant toujours précisément comme il a été conçu, 75 ans après avoir dissipé tout scepticisme. Pendant ce temps, quelque part au Montana, par une nuit de janvier, quand le vent hurle et que les températures chutent, une famille reste au chaud à l'intérieur d'une cabane à double paroi qu'elle a construite, basée sur une conception qui a commencé comme une plaisanterie mais est finalement devenue la norme. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous, et quel est l'hiver le plus rigoureux que vous ayez jamais rencontré? Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour une nouvelle technique de survie éprouvée chaque semaine. Et cliquez sur le bouton j'aime si ce récit a changé votre perspective sur le chauffage et la survie, étant donné que les solutions les plus astucieuses émanent souvent d'individus autrefois considérés comme irrationnels. Note éducative, cette vidéo présente des reconstitutions inspirées de l'histoire, servant des objectifs éducatifs et narratifs. Tous les personnages, noms et événements spécifiques et dépeints sont fictifs. Inversement, les techniques, concepts et principes examinés sont enracinés dans des pratiques historiques authentiques et des connaissances physiques ou pratiques bien établies. Toute application contemporaine doit être évaluée conformément aux normes actuelles, aux directives de sécurité et aux lois ou réglementations pertinentes. Ce contenu est purement éducatif et ne doit pas être interprété comme un conseil professionnel, technique ou juridique.